Ces ouvrages sont traduits dans la plupart des langues du monde. L'audience de Cioran est universelle. Sa pensée, en effet, est très actuelle. Elle est en quelque sorte le témoin de l'inquiétude de notre temps. C'est grâce à un concours de circonstances qu'il serait trop long de raconter ici que Cioran a bien voulu nous accorder un entretien. C'est là un fait important et qui valait d'être souligné. C'est pratiquement la première fois que Cioran s'adresse, se confie à la presse. Un point encore, je vous demanderai quelques légers efforts d'attention aux premières paroles de Cioran pour vous familiariser avec son accent franco-roumain et la rapidité de son débit. C'est là l'affaire de quelques secondes, après quoi, j'en suis sûr, vous pourrez suivre très facilement ses propos. À partir de quel moment vous n'avez pas voulu avoir de destin? De destin. Mais ça, en fait, depuis que je suis ici, parce que j'ai toujours vécu ici au quartier, comme étudiant, et même je peux vous dire que jusqu'en 1950, j'étais inscrit, immatriculé à la Sorbonne, et j'ai vécu comme étudiant. J'ai vécu vraiment comme étudiant. En 1950, j'ai été convoqué, on m'a dit, écoutez, vous avez maintenant 40 ans, c'est fini, vous ne pouvez plus manger dans les cantines, etc. Et ça a été pour moi le plus grand coup, je dois dire. C'est vrai que j'ai vécu en parasite de l'université alors que je n'avais rien de commun avec cette université. Ça, je crois que ce point est très important pour moi parce que vraiment ça a été un coup terrible sur le plan matériel. Parce qu'on m'avait dit à l'époque, écoutez, c'est fini, c'est abaissé à 27 ans. L'âge qui vous permet d'aller dans les cantines, etc. Alors, si ça avait pu continuer, mon plan de vie était arrêté. Donc jusqu'à ma mort, j'aurais vécu comme étudiant. Avec tous les avantages matériels que ça comporte. En 1937, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez essayé de rencontrer des gens que vous estimiez? Absolument pas. Absolument pas. Je dois dire que j'ai rencontré des écrivains à Paris au moment où j'ai publié mon premier livre. Donc en 1949. Avant, je connaissais des gens, mais jamais je ne pensais qu'il fallait voir un écrivain, philosophe, à peine intellectuel. J'ai toujours vécu en dehors de ça. Mais malgré tout, avec votre livre, vous avez sauté la barrière. Oui, et je dois dire que j'ai essayé de me rattraper en un sens. Et pendant quelques années, j'ai mené une vie, pas mondaine, mais la vie des cocktails. Disons de 1950 à 1953-54. Je connais énormément du monde, sortais énormément. À la fin, je m'en suis lassé. Mais j'ai toujours vécu au fond en marge de la société. Et de tout, l'existence marginale, avec tout ça implique, et qui correspond très bien à ma vision des choses et à mes goûts personnels. Pourquoi avez-vous décidé, malgré tout, en 1949, d'écrire un livre? C'est en un sens entrer dans la société, quand même. Non, écoutez, voilà ce qui se passe. En 1947, je me trouvais près de Dieppe, passer mes vacances au Fontville. Et je m'amusais à traduire Mallarmé en roumain. Et d'un coup, je me suis dit, mais c'est absurde, puisque je ne retourne pas en Roumanie. Traduire Mallarmé dans une langue inconnue, du temps perdu, n'est-ce pas? J'ai jeté tout ça, je suis rentré à Paris et je me suis mis à écrire en français. Et c'est l'origine de ce livre, le premier que j'ai publié, Le Précis de composition, qui a apparu 2 ans après. Mais c'était pas pour entrer dans un circuit, c'était pour exploser un peu. Enfin, c'était compliqué à dire, n'est-ce pas? Je sais pas pourquoi je l'ai écrit. Parce que je peux dire qu'au fond, tout ce que j'ai écrit dans des moments de, disons, de dépression. C'est une sorte de thérapeutique. C'est pas pour faire un livre. Mes livres n'en sont pas, n'est-ce pas? Paul Valéry, à la question « Pourquoi écrivez-vous ?» répondait par faiblesse. C'est un peu votre cas? C'est beaucoup plus que par faiblesse, par misère, par misère intérieure. Par dégringolade, si vous voulez. Plus que faiblesse. Plus que faiblesse. Et donc, c'est pas nécessité, finalement. C'est pour ne pas crier, pour ne pas hurler, pour ne pas... C'est pas pour... Mais c'est en tout cas pas pour faire un livre. Le livre vient comme... C'est un accident.
c'est aussi peut-être quand même pour rencontrer des hommes. Non, ça je crois pas. Pour toucher des témoins inconnus. Ça, non. Ça, vraiment, quand on écrit un article, oui, quand vous avez un texte à faire. Il y a une idée implicite, vous touchez quelqu'un, n'est-ce pas? Mais quand vous écrivez quelque chose pour vous-même, et dans des moments, disons, de crise, vous ne pensez pas aux autres. Je dirais même qu'au fond, pour moi, l'acte d'écrire est une sorte de dialogue. Avec vous-même? Pas avec moi. Je dis avec Dieu. Je ne suis pas croyant. Non. Je ne suis pas croyant, mais je ne peux pas dire que je sois un croyant, non? Mais pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire qu'une solitude qui rencontre une autre, une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi, qu'on n'est que soi-même. Et donc, vous voyez que l'acte d'écrire que théoriquement je méprise, pratiquement, je l'apprécie, enfin je le mets un peu haut, comme vous voyez. On dit que vous êtes nihiliste. Est-ce vrai ou est-ce faux? Qu'est-ce que le nihilisme? Je ne suis pas nihiliste. Je suis rien, vous savez, c'était difficile à dire. Je crois que j'ai des accès de nihilisme. Vous savez, c'était difficile à dire. Est-ce qu'on peut dire de Bouddha qu'il est nihiliste? On ne peut pas, n'est-ce pas? On peut le dire. C'était compliqué. Vraiment, je ne vois pas comment je peux répondre à cette question en étant tout à fait sincère. Je suis sûrement un négateur, n'est-ce pas? Mais même la négation, c'est une négation. C'est pas une négation abstraite, donc un exercice. C'est une négation qui est viscérale, n'est-ce pas? Qui est donc une affirmation malgré tout, n'est-ce pas? C'est une explosion. Est-ce qu'une gifle est une négation? Donner une gifle, n'est-ce pas? Quelque chose. C'est une affirmation. C'est une affirmation. C'est une affirmation, mais ce que je fais, c'est des négations qui sont des gifles, n'est-ce pas? Donc c'est des affirmations. Cependant, je ne recule pas. Je n'ai pas peur de mon nihilisme, ni de pessimisme, ni quoi que ce soit. Absolument, ça m'est égal, n'est-ce pas? Il y a des côtés nihilistes, mais c'est pas ça. Je ne crois pas que ça soit important. Pourquoi Sioran est-il un révolté? Je ne suis pas révolté. Mais, le révolté veut remédier à quelque chose, n'est-ce pas? Le révolté est un militant. Je ne suis pas militant. C'est vrai que j'ai dénoncé énormément de choses, mais avec les sentiments, quand même, avec les sentiments de l'irréparable. Par exemple, on ne peut pas dire que Baudelaire soit un révolté. Parce qu'il avait justement les sentiments de l'irréparable. Et Pascal non plus, c'est pas un révolté. Il avait les sentiments de l'irréparable. En ce sens, je me sentais pas deux, n'est-ce pas? Je ne suis pas révolté. Allons plus loin, vous êtes un désespéré. Ça non plus. Comment dire? J'essaye de vous cerner. Hein. Non, parce que vous comprenez, oui, mais tout ça, ça a des implications négatives, n'est-ce pas comme ça? Comme je vous dis, je ne recule pas. Il est évident que j'ai réussi à exprimer théoriquement une position qui, disons, est désespérée puisqu'elle ne mène à rien, nulle part. C'est inutilisable. Seulement, attention, j'ai toujours voulu être inutilisable. Et ça ne me gêne pas du tout. Et curieusement, ça ne m'empêche même pas de vivre. Puisque j'accepte cette situation. Je ne veux pas en sortir, parce que je ne pense pas qu'il y ait des sorties. Il n'y en a pas. J'ai toujours dit que s'il y avait une sortie, j'aurais trouvé. Il n'y a pas de raison. Je ne suis pas plus bête que l'autre. J'aurais pu trouver une sortie, mais je trouve qu'il n'y a pas de sortie. Je me suis employé à regarder les choses. Est-ce que quelqu'un qui est extrêmement sévère comme vous a quand même des sujets, des objets d'admiration, d'amitié? Sans doute, lesquels? La passion de l'amitié. J'ai toujours eu des très grands amis, mais pas nécessairement dans le milieu littéraire. Par exemple, l'homme que j'avais le plus dans ma jeunesse, c'est l'homme qui n'a rien écrit, mais qui avait sûrement du génie. C'est un romaniste, mais c'est quelqu'un qui est incapable d'écrire, mais qui est un homme extraordinaire. Alors, vous dites, c'est vous qui l'affirmez, oui, évidemment, mais je crois qu'il faut juger les gens dans l'absolu. Et je n'ai jamais apprécié les gens en fonction de ce qu'ils font, mais toujours en fonction de ce qu'ils sont. C'est comme être et
non pas ce qu'il fait. C'est pour ça que pour moi, quand on dit que quelqu'un c'est un raté, il n'a rien fait, ça n'a aucune espèce d'importance. Je ne trouve pas qu'il faille se réaliser. Mais il faut quand même être quelqu'un. En ce sens, je connais des gens extraordinaires dans ma vie, dont on ne parlera jamais dans la littérature, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Vraiment, c'est ce qu'un être est. Et je dirais même plus loin. Je crois que sur le plan métaphysique, je dirais, une conversation avec quelqu'un qui a des angoisses personnelles, n'est-ce pas? Disons, une concierge inquiète, elle est plus intéressante qu'un philosophe satisfait de lui-même, n'est-ce pas, infatué, n'est-ce pas? C'est vraiment, j'ai énormément appris dans la vie au contact de toutes sortes d'êtres. Et en ce sens, je peux dire que je n'ai pas énormément fréquenté les milieux intellectuels, ni en Roumanie, ni ici, ni nulle part. J'ai énormément appris d'un tas de gens en dehors de ce circuit intellectuel. Et ça, c'est capital. Alors, je dois dire que j'ai connu, en ce sens, plusieurs êtres qui ont eu une très grosse influence sur moi, surtout dans ma jeunesse. Et aucun n'était écrivain. Aucun. C'était, pour citer plusieurs cas, n'est-ce pas, des gens en fait, qui n'ont je ne sais pas, est-ce qu'il manque des talents, je ne veux pas porter un jugement là-dessus. Mais c'était des êtres auxquels je reconnaissais une nette supériorité sur moi, et qui étaient allés plus loin dans la perception de la réalité, qui étaient plus lucides que moi, donc ils m'étaient supérieurs, et j'étais très content de les fréquenter. Je leur dois énormément. Alors, comme je vous ai dit, ils n'ont rien laissé, ils n'ont rien écrit, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ils ont écrit à travers vous, par procuration. Mais si vous voulez, si vous voulez, je leur dois énormément. Je leur dois énormément. C'était des êtres extrêmement lucides. Et comme je crois que c'est la lucidité au fond qui est la qualité éminente de quelqu'un, n'est-ce pas? La qualité par excellence, n'est-ce pas? C'est que l'homme qui a compris. J'ai remarqué que dans la vie, il y a très peu d'êtres qui aient compris. Vous pouvez rencontrer de très grands écrivains qui n'ont rien compris. Des gens qui ont énormément de talent, qui ne valent rien. Au contraire, vous rencontrez quelqu'un dans la vie, comme ça, dans un bistrot, qui est une révélation, c'est un homme qui a approfondi, qui s'est frotté aux grands problèmes, n'est-ce pas? Et j'ai remarqué, par exemple, que sur le plan religieux, ça c'est très intéressant, les êtres les plus intéressants, c'est des êtres qui n'ont pas une formation intellectuelle achevée, n'est-ce pas, qui ne sont pas passés par l'université. Donc, je tiens à affirmer cette dette de reconnaissance que j'ai envers ces êtres, n'est-ce pas? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et j'ai toujours eu des amis à ce niveau-là, si vous voulez. Presque de mon enfance, je dois dire. Une petite exception, c'est Henri Michaud, mais il est un peu comme vous, un écrivain anti-écrivain. J'admire beaucoup Michaud. C'est un homme extraordinaire. Je regrette beaucoup qu'il ait quitté ce quartier. Il habitait ici tout près de chez moi, il habitait rue Séguier, dans un hôtel particulier. Je le vois maintenant moins, mais c'est un homme admirable, qui n'a pas été, qui est resté lui-même, qui est admirable parce qu'il peut parler n'importe quoi. Quel point commun avaient Sioran et Michaud? Mais, vous savez, au fond, j'aimais beaucoup observer Michaud. J'aimais le faire parler et j'allais à un certain moment avec lui, je parlais dans un article, il m'a amené, il y a 15 ans, voir des films scientifiques, documentaires, qui ne m'intéressaient pas énormément. Mais je voyais, ce qui m'intéressait, c'est de voir pourquoi Michaud s'y intéressait. C'est des films de biologie, de minéralogie, de tout ça. Michaud, il prenait un intérêt fervent. Alors, j'ai compris pourquoi, plus tard, j'ai compris pourquoi, dans ses livres sur la drogue, il avait montré tant d'objectivité, tant de soucis d'être objectif scientifique. Il a même un pli scientifique. Et c'est en allant avec lui à ce cinéma scientifique, n'est-ce pas, que j'ai fait la relation tout de suite entre ses livres sur la drogue, vous voyez, et cette culture scientifique. Parce que ces livres sur la drogue, c'est naturellement c'est les livres d'un très grand poète, mais aussi d'un homme de science. Et Michaud a quelque chose de gründlich, qui voit au fond des choses, qui est très consciencieux et qui voit au fond des choses, qui est très persistant. Il est le contraire de l'écrivain français classique, n'est-ce pas? Même le contraire de Valéry, si vous voulez, bien qu'il ait des points communs. Mais
Michaud veut épuiser un sujet, quel qu'il soit. C'est, en ce sens, c'est sûrement un des écrivains les plus profonds. C'est l'homme qui n'a pas essayé d'escamoter ces sujets. Or, la littérature est nécessairement escamotage. En ce sens, il est sorti de la littérature. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il essayait de vous observer, vous aussi, et de vous épuiser? Je ne crois pas. J'ai cité une chose à propos de lui qui m'avait énormément frappé à l'époque. C'était un soir, il était 2 heures du matin. On avait parlé d'un tas de choses. C'était après un dîner, je ne sais pas. Et on avait fini par parler du destin de l'homme, de grands sujets comme ça. Et la voix de Michaud d'un coup a changé et j'ai perçu une sorte d'émotion comme ça. Et vous savez, l'idée de la disparition de l'homme me fait quelque chose. Et il y avait quelque chose de tremblant dans sa voix. Et alors, ça, il y a à peu près 15 ans de là. Et je n'ai jamais pardonné cette émotion. Parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus cynique que je le suis maintenant. Maintenant, je suis un peu plus fatigué, plus âgé, etc. Alors, je pensais que la disparition de l'homme était une chose qui n'était pas si mauvaise que ça, n'est-ce pas, etc. Et je me rappelle que, sur le coup, j'ai senti une sorte de déception. Pourquoi cela montait sur la disparition de l'homme? Mais j'ai trouvé ça très beau de la part de Michaud, qu'il ait eu une réaction si sincère et si humaine. C'est si spontané, n'est-ce pas? C'est un homme délicieux. Avec le temps, avec ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui, vous êtes encore plus cynique? Vous avez encore plus de raison de l'être? Non, je suis moins cynique parce que, vous savez, au fond, avec l'âge, tout s'épuise, même le cynisme. Moi, je n'ai pas dépassé le cynisme comme attitude théorique. Je n'ai pas dépassé. Mais on le dépasse sur le plan affectif, c'est-à-dire que tous s'usent.